Bonsoir à tous. Est-ce que vous entendez bien au niveau du son? Ça va? Un peu plus fort encore? Déjà, on est très content d'être là avec tout ce public. Merci à vous tous d'être venus nombreux. Merci à toute l'équipe de Socialterre. Donc, pour ceux qui ne remettent pas, donc Philippe Vionduri qui est rédacteur en chef de Socialterre. On a bien sûr François Bégodeau qui est en guest star sur ce hors-série, rédacteur pour ce manuel d'autodéfense intellectuelle. Rédacteur en chef. Le mot chef est très important. Et merci à toute l'équipe de Socialterre, à Eve de nous avoir aidé aussi à organiser cette rencontre. On est vraiment très contents. Et donc on va lancer un peu les débats. On va présenter un peu le projet. Vous pourrez ensuite bien sûr poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez tous les magazines si vous voulez après les acheter et les faire dédicacer qui sont en caisse avec des numéros aussi précédents. Voilà, donc vous passez en caisse et puis après vous pouvez le faire signer et dédicacer par François et l'équipe si vous le souhaitez. Et puis on terminera tout ça dans la convivialité avec un petit verre ici même. Il n'y a pas une bouteille chacun. Non. Je ne sais pas si j'étais censé le dire. Donc c'est parti. Commençons par le commencement avec un peu la jeunesse du projet. Comment vous est venue cette idée du manuel d'autodéfense intellectuelle? Est-ce que c'est un projet que vous aviez depuis un certain temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu comme ça? Et aussi l'association avec François Bégodeau. Pourquoi cette association? On sait que vous connaissez déjà, vous avez déjà travaillé ensemble. Est-ce que ça s'est imposé tout de suite? Voilà, dites-nous-en un peu plus sur la naissance de ce projet. Alors merci à tous d'être venus. On m'entend bien, c'est bon? Pas du tout. Ça sort pas? Ça sort pas? 1, 2, 1, 2. Alors pourquoi toi ça marche et moi ça marche pas? Je refais un test, toujours pas. Si? Ça va? Pas du tout. Si baisse. 1, 2, 1, 2. Je reteste. Ah, ça marche. Bonsoir. Là, vous m'entendez bien? Là? Ouais, plus ou moins. Faut que tu parles vraiment comme ça, en fait. Faut que tu parles... Bon, on va retenter. Voilà, super. Alors, je sais plus du coup la question. Oui, la question c'est sur comment naît un projet comme ça. Ça se noie dans des interactions incessantes au sein de l'équipe avec Clément, qui est rédacteur en chef adjoint, qui est juste ici. Les gens qu'on rencontre, les intellectuels, les choses qu'on lit. Donc je pourrais même pas dire en fait précisément à quel moment l'idée est née, mais c'est vrai qu'on a approché François avec l'idée déjà prête de faire un manuel d'autodéfense intellectuelle. On avait juste le titre. Sachant que je pensais qu'il le retoquerait parce que les manuels, François, l'éducation, tout ça, voilà. Mais non, il a accepté. En fait, le déclic qui arrivait, c'est qu'on avait ce projet-là, on se disait mais comment on le mène à bien, qu'est-ce qu'on va faire, avec qui, etc. Et l'idée est venue quand on a vu Boniment, en fait. On a eu la parution presse en avance, parce qu'on est dans la presse, donc on a des petits communiqués presse. Et là, on s'est dit, ah mais oui, mais en fait, c'est exactement ça. C'est en fait armer l'appareil critique, essayer de décoder ce qu'on nous envoie, etc. Donc parfait, François, on se connaît déjà. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et par ailleurs, la qualité de François, donc je vais faire une flagornerie, mais que je pense vraiment. Moi, je suis un gros consommateur de son podcast, avec L'homme qui n'a pas de prénom. Et vraiment, la qualité, entre toutes les qualités que je reconnais vraiment particulièrement singulières chez toi, c'est la capacité à, comment dire, à armer celui qui l'écoute ou le lit pour mieux comprendre par lui-même, ce qui devrait d'ailleurs être le principe d'une éducation, je pense, réussie, ou d'une instruction réussie. Mais vraiment, moi, ça m'arrivait même d'être en désaccord le plus total avec Bégodeau. François Bégodeau a dit que Tarantino avait fait un remarquable film avec son dernier film. Absolument pas, c'est une horreur. Et j'écoute le podcast et je me dis, ah, ça quand même, ça peut pas être une horreur. Et je le revois et effectivement, je pense toujours que c'est pas un grand film, mais je vois tout ce qu'a voulu dire François et ça m'a vraiment... ça m'a équipé un peu plus, quoi. Et le film d'après que je le verrai peut-être différemment avec d'autres mécanismes, etc. Donc on s'est dit que c'était la bonne personne. Et du coup, on l'a approché avec un café, il est tombé de sa chaise, ah bon, mais là j'ai une promo, etc. Laisse-moi une semaine pour réfléchir. Et 2 jours plus tard, il m'a dit oui, bon, en fait, c'est bon. Voilà comment est né le projet.
Bon, donc on va pas du tout parler de Socialter ce soir, on va parler du dernier Tarantino, donc je peux pas te laisser dire ça, c'est son meilleur depuis au moins Pulp Fiction. Non, j'ai rien ajouté sur la jeunesse, enfin si, je peux enchaîner sur après comment on s'y est pris. D'ailleurs, c'était un mode d'emploi que Philippe et l'équipe m'ont très largement indiqué, puisqu'ils avaient déjà commis 3 hors-séries d'été, je sais plus, 6, pardon, oula, déjà, bévu, ouais. C'est parce que je lis jamais Socialter, donc je ne connais pas ce... Non, donc j'en ai en tête 3 que j'avais beaucoup aimé, voilà, dirigés par exemple Damasio. Voilà, donc je pense que vous étiez un peu rodé sur la façon dont on peut demander à un rédac chef comme ça d'emprunt de réfléchir. Donc on s'est, bon, je veux dire, j'ai beaucoup aimé cette phase-là, quoi, parce que je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est toujours très très beau de concevoir un numéro d'une revue ou d'un magazine. Moi, ça m'est un peu arrivé de le faire ici ou là, dans des collectifs divers et variés, et j'aime toujours beaucoup ça, quoi. Je trouve que c'est très intéressant de voir ce qu'on pourrait écrire soi-même, ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire écrire à qui, penser à un sujet et se demander quelle serait la bonne personne pour le faire, ou alors au contraire partir de la personne à la présence de laquelle on tient et se demander ce qu'on pourrait bien lui demander. C'est ce qui a été mon cas avec Rancière, par exemple. Je tenais absolument à ce qu'il en soit comme ça, presque par la grande amitié que je lui porte. Et après, il a fallu se demander ce qu'on allait lui demander. Donc là, ça a été une phase, donc on s'est mis à discuter, essentiellement avec Philippe et Clément d'ailleurs, et Clément ici présent, rédacteur très assidu de Socialter. Et j'ai beaucoup aimé, c'est quoi, on a dû faire 2 réunions comme ça, quoi, un peu longues, un peu de... où voilà, on liste un peu les choses qu'on désire, qui nous paraît très bien, puis après il faut harmoniser un peu tout ça. Qu'est-ce que je peux dire à ce stade-là de la compétition aussi? Oui, bah, moi la notion de manuel d'autodéfense intellectuelle, quand Philippe me la soumet, d'abord l'expression nous préexiste. À la fois je la trouve très très féconde, très, très porteuse aussi, il y a un truc un peu spectaculaire, je dirais que ça peut aguicher, et puis ça fait partie du jeu aussi de promouvoir comme ça une sorte de titre qui puisse quand même attirer l'attention et susciter la curiosité, donc c'est très bien, je trouve que c'est vraiment très efficace. Après, effectivement, la notion de manuel me pose un tout petit peu de problème, mais ça va, je m'en suis remis. Et assez vite, il m'a semblé important, chose que j'avais un peu essayé de faire au moment de Boniment, justement, donc le livre que j'ai sorti en janvier, hein, tout le monde n'est pas forcément au courant, donc, mais qui de fait était un peu déjà dans ce genre d'opération théorique ou analytique. Et moi j'ai beaucoup insisté pour qu'on ne se contente pas forcément de la déconstruction du langage, qu'il y ait aussi des pratiques alternatives, voilà, parce que l'autodéfense, ça consiste aussi à organiser sa propre intelligibilité du monde, quoi, plutôt que de détricoter, déconstruire, décrypter ou débunker le langage de l'ennemi, quoi. Donc c'est un peu comme ça aussi que moi j'ai eu tendance à orienter la réflexion collective. Tu veux que je rebondisse un peu encore sur la genèse? Non, mais ce que les gens, quand ils ont un objet comme celui-ci, forcément, ils ont le produit fini, donc ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui a pu présider à sa réalisation, et pas qu'à l'écriture, à l'interview, etc., mais vraiment à sa conception. Et c'est vraiment un exercice dialectique, et moi je tiens à dire aussi que Socialter, si on a fait ces projets-là, c'est le 7e du coup, avec une rédaction en chef invité, c'est pas juste pour choper le nom de quelqu'un et faire un truc à deux et prendre de la notoriété, c'est aussi pour se mettre dans un travail dialectique. On n'est que 2 journalistes in situ à la rédaction, même si on a des pigistes qui sont aussi très féconds en idées. Mais voilà, on est quand même un petit peu isolés. Et en fait, amorcer un travail dialectique comme ça, c'est pour nous à chaque fois d'ouvrir un champ. Alors par exemple, avec Baptiste Morisot, on a pu explorer les pensées du vivant. Avec Damasio, bon, Damasio c'est un peu différent, mais avec toi, on a aussi un autre intellect, une autre façon d'appréhender les choses. Et à chaque fois, c'est une sorte de nourriture pour nous, en fait, qui en fait, a modifié aussi la ligne Socialter, je pense, au gré des années. Et c'est hyper important pour nous. Et en fait, là, une fois qu'on a dit manuel d'autodéfense intellectuelle, on a dû se voir et se dire, bon, bah maintenant, on met quoi dedans, en fait? Et c'est pas évident. Parce qu'on essaye de faire 3 parties pour essayer de faire des respirations, de créer un peu un récit à l'intérieur, etc. Mais alors moi, je t'avais approché avec un premier mail où alors là, c'était situationnisme, critique de la société du spectacle, voilà, enfin un mail énorme avec des idées voilà, diverses et variées. Tu m'as dit, ah non, mais là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop grand, je me sens beaucoup trop petit, tu m'as dit, pour un sujet pareil. Et du coup, bah, c'était à toi de faire une contre-proposition finalement, de dire, bah, en fait, moi, je voyais ça plutôt genre ça, comme ça, peut-être parler à ceci, à cela, etc. Et en fait, comme ça, on commence à se recentrer l'un par rapport à l'autre et à trouver par ce travail dialectique en fait un endroit où atterrir ensemble. J'ai l'impression de parler un peu comme un manager là, c'est très très bizarre.
mais en fait, c'est vraiment un atterrissage quand même, parce qu'on est dans des sphères, enfin voilà, on évolue un peu différemment, et on a trouvé ce point-là. Et voilà, et en tout cas, créer donc cet objet à partir de cette dialectique, ça donne ça. Et voilà, et toi, je sais pas si ça t'a plu, si tu l'as amené jusqu'à l'endroit où tu voulais l'amener. Moi, j'en suis plutôt satisfait, parce qu'au début, on était parti sur une idée, au tout début des réflexions, plutôt médiatiques, justement, assez proche de ce que les gens reçoivent au quotidien. Et puis en fait, en commençant à en discuter, moi j'étais parti sur un truc beaucoup trop large voilà, et analytique. Et finalement, on revient sur quelque chose qui est quand même assez proche, même si c'est peut-être exigeant, etc., de la vie des gens, de ce qu'on peut vivre au quotidien, etc. Donc finalement, on repique sur l'endroit d'où on était parti, donc c'est plutôt positif pour nous. Mais voilà, en tout cas, ce travail dialectique, moi, je l'ai trouvé très précieux. Et bon, voilà, François est dans la vraie vie comme à la télé. Tu veux dire agressif et chiant? Oui, tout à fait, absolument. Ouais, bah écoute, non, j'ajoute juste que oui, ce qui m'avait un peu effrayé dans ton premier mail, qui était très exigeant théoriquement, c'est que moi, j'étais pas forcément à la hauteur de cette ambition presque conceptuelle que tu définissais. Je crois qu'il y a des grands théoriciens des médias, il y a des grands théoriciens du langage. Moi, je ne sais pas du tout sur ce plan-là que je me situe en général. Je ne suis pas du tout assez pointu, voilà, où je me sens un tout petit peu plus, non pas légitime, mais un peu plus à l'aise. C'est quand on prend les choses plus à plat et dans une sorte de pratique quotidienne du langage. Et aussi, dans les pratiques quotidiennes, moi, je pense que ce que j'ai pu apporter, là, en l'occurrence, par rapport à ce qui pourrait être le rythme de croisière de Socialterre, que je connais bien pour y faire une chronique à chaque numéro, c'est peut-être d'aller regarder ce qui se passait du côté de ce qu'on appelle le champ culturel. Je pense que c'est un peu ça où je me sentais peut-être un peu plus à l'aise, ayant beaucoup traversé ce champ à peu près dans tous les sens, quoi. Alors essentiellement le champ littéraire, mais aussi un peu le cinéma et deux ou trois autres trucs comme ça. Là, je crois qu'il y a le dossier cinéma par exemple est vraiment bien. J'en ai pas écrit une ligne, donc je peux le dire, et il m'a pas déçu, quoi. Dans un domaine où je me croyais un tout petit peu renseigné, en fait j'ai beaucoup appris. Donc je pense que c'est ça qui a fait que ce que j'ai essayé d'engager, c'est qu'on arrive vraiment dans non seulement des pratiques concrètes de défense, mais aussi des descriptions concrètes de l'état des lieux, quoi, sans forcément avoir une ambition générique conceptuelle à la Chomsky, tu vois, parce que en fait, d'une certaine manière, Chomsky a déjà écrit. Pas grand chose à ajouter sur, tu vois, une épistémologie comme ça des médias. Je pense que ça a déjà été fait. Donc il faut trouver un espace comme ça, qui est plutôt un espace, je pense, plus pop, on aurait dit à une certaine époque, quand on pratiquait la pop philosophie. C'est un peu passé de mode maintenant ce genre de terme, mais je crois que c'est dans cet espace-là qu'on a travaillé. Je dis juste un dernier mot sur la fabrication, parce que c'est pas souvent l'occasion qu'on a de parler de la fabrication d'un truc comme ça. Mais une fois qu'on a posé les cadres et les parties avec François, qu'on a eu ce travail dialectique premier, derrière c'est quand même extrêmement compliqué. On pense d'abord les murs porteurs, c'est-à-dire les grandes interviews, les gens vraiment qu'on veut voir, les sujets qu'on ne peut pas vraiment esquiver. Puis ensuite, une fois qu'on a fixé ça, on compte les pages que ça représente, donc on voit toutes les pages en moins qu'on a. Ensuite, on passe sur des travaux de bon bah voilà, sur le cinéma, du coup on a déjà lu ce papier 30 fois, on va le prendre comme ça, on va prendre l'enquête comme ça, enfin voilà, il y a tout ce travail-là qui va en fait se faire presque par soustraction en fait, du prioritaire, de ce qui nous paraît vraiment inévitable, jusqu'à peut-être le bonus on va dire. Et puis à la fin, on colmate un peu les murs, les brèches, on se dit ah non, on a oublié ça aussi, tant mieux, il nous reste 4 pages ici, donc voilà. Et on fait ce travail de colmatage, et après on a un chemin de fer qu'on a donc commandé à des journalistes avec qui on a discuté aussi pour affiner les angles, la façon de prendre ces sujets, etc. Et ensuite, quand ils nous reviennent, qu'on les corrige, qu'on fait tout ce travail-là ensuite, ils passent en maquette. Et donc là, il y a aussi tout un travail que j'aimerais quand même saluer aussi de Marine, qui est notre directrice artistique, qui n'a pas pu venir ce soir. Mais voilà, c'est aussi important en fait, la peinture sur les murs, la déco intérieure. Enfin, dire si on n'a pas envie de rentrer à la maison, on reste dehors. Donc là, il y a vraiment ces pensées. C'est bien ça. Ça se fait mal, hein? Ouais, je l'ai préparé. Non, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aussi maintenant, faut être. On a tout un truc sur la désirabilité des luttes quand même dedans. Il y a aussi la désirabilité de nos objets en fait, de nos livres, de nos magazines, donner envie en fait. Et voilà, il y a une réflexion un peu rétro sur la couverture. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi là-dessus. Et donc voilà, Marine a aussi fait un travail énorme là-dessus. Et voilà. En tout cas, moi, je suis très satisfait aussi de l'apparence du hors-série. Donc je tenais à le dire. Donc voilà un peu tout le process qui mène à la fin jusqu'à l'imprimeur et à l'objet qui est sur la table. Merci. Oui, justement, c'est très intéressant que vous ayez pas mal insisté sur la forme de l'objet, et aussi la volonté de trouver votre voie, de ne pas refaire ce qui avait peut-être déjà été fait par des grands penseurs. Et c'est vrai que sur la forme, d'avoir choisi ce côté
pop et d'avoir fait appel à une dessinatrice pour faire des petits dessins comme ça pop et illustrer le propos. C'était vraiment très intéressant. Et par ailleurs, est-ce que c'est pas aussi peut-être un moyen d'avoir utilisé ce format quasi cahier de vacances, hein, comme vous disiez au début, il y a eu une inspiration, hein, même si le terme ne plaît pas forcément. Un moyen peut-être aussi de produire de la pensée engagée sans forcément être directement dans l'œil du radar. Et on voit bien qu'en ce moment, on est aussi dans un moment où il y a on pense par exemple au soulèvement de la Terre, dont la dissolution a été annoncée hier. Ce genre de choses, est-ce que c'est pas aussi un moyen de rendre accessible aux gens une pensée critique, tout en gardant un côté ludique, parce qu'on sent que clairement, à la lecture, vous avez pris beaucoup de plaisir à faire ça se ressent dans chaque page. Est-ce que c'était pas aussi un moyen comme ça de rendre accessible une pensée critique ? Oui. Okay. Moi, je vais ajouter un truc. En fait, il y a deux choses dans ce que tu dis, ce que tu soulignes est assez vrai. Déjà, juste le constat, c'est que mon constat, peut-être que tu ne seras pas tout à fait en accord avec ça, mais aujourd'hui, la petite bourgeoisie de gauche, urbaine, etc., est en décrochage complet. Sort du coup d'une sorte d'aveuglement à l'idéologie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie, au fond le monde y va comme il va, etc., depuis 30 ans. Et en fait, étant en train de décrocher et de se précariser, à une sorte d'intuition, d'élan à se repolitiser ou à essayer de reprendre un peu en main son destin à sa manière. Et je dis pas que c'est la bonne, hein, mais en tout cas, il y a cet élan-là. Or, ils sont complètement démunis. Et du coup, la question de l'apparence est assez importante dans la mesure où, il y a deux choses. Il y a déjà ce qu'on a pu théoriser parfois en interne, c'est avancer masqué. C'est-à-dire ne pas déclencher des réflexes de rejet trop faciles par exemple du vocabulaire un peu facile, gauchisant. Moi je viens d'une famille de droite, je leur sors la moitié du vocabulaire que j'utilise au quotidien, ils ont les poils qui se hérissent, alors que sur le fond on est d'accord. Voilà. En fait ils ne sont pas vraiment de droite, mais ils se croient de droite. Voilà, vous voyez ça? Donc du coup il y a quand même toute une réflexion à avoir sur, ok, en fait vous pensez comme ça, vous avez cette vision-là de l'idéologie, de la politique, de la société. Et je ne vais pas vous effrayer, on va essayer quand même de vous dire, hein, venez quand même d'abord, on va essayer de prendre d'autres termes, d'autres façons de considérer ces sujets-là, et en fait à la fin on est quand même d'accord, en fait vous êtes d'accord avec des gros gauchistes, hein, même des radicaux, vous vous rendez compte? Et là du coup les choses commencent à travailler dans un autre sens. Et moi je pense que ça c'est un peu avancé masqué, c'est-à-dire ne pas faire peur, ne pas envoyer des signaux qui repoussent. Et ça c'est quand même un point qui est important. Le deuxième, c'est qu'il y a, je pense, étant dépolitisé, je prends vraiment des grands cadres, hein, mais étant quand même dépolitisé, les gens sont un peu perdus, on va dire. Ils ne sont pas forcément légitimes à aller sur de la pensée critique, de la réflexion. Ça fait un peu peur, c'est pas forcément pour nous, etc. Même au sein de la petite classe bourgeoise qui a fait Sciences Po, qui est allée dans des choses supérieures, hein, mais et du coup, le fait de rendre ça pop ou de rendre ça désirable ou de dire en fait c'est hyper exigeant, mais on a l'impression quand on le regarde que ça va être un cahier de vacances. Et, sauf que les gens, une fois qu'ils l'ont acheté, ils ont quand même mis 19 balles. Voilà, on va quand même le lire un peu. Et puis finalement, de fil en aiguille, il y avait quand même des trucs qui les ont retenus, donc ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc je pense que. Puis il y a des trucs drôles aussi, il y a le cahier de vacances, on fait Bourdieu, Paloma. Pamela, pardon, excusez-moi, Anderson. Pamela Anderson. Voilà, donc on a fait aussi des petits clins d'œil cahier de vacances, effectivement. Mais ça aussi, c'est pensé de manière à faire entrer les gens à des gens qui ne se sentiraient pas légitimes et faire entrer des gens à des gens qui pensent que c'est pas pour eux, parce qu'ils ont des réflexes de rejet. Voilà, donc ça, je pense que oui, c'est depuis longtemps en fait une réflexion qu'on a. Après, des fois, on échoue complètement à ça. On a aussi nos réflexes à nous, voilà. Je pense que c'est toujours bien de partir de sa propre médiocrité, je dirais. D'une certaine manière, on n'a pas non plus à forcer notre naturel ou notre culturel pour produire des textes qui ne soient pas extrêmement jargonnants, etc. Enfin, je veux dire, moi, je serais incapable de produire un texte jargonnant. Tu vois, c'est même pas une décision de ne pas jargonner, c'est que je ne connais pas le jargon, ou alors que peut-être que, effectivement, moi, je me braque un peu quand je tombe sur des textes trop jargonnants. Je pense que toi non plus. Tu lis beaucoup d'essais, peut-être plus que moi d'ailleurs, mais tu lis pas mal de théories, mais je ne suis pas sûr que tu sois, tu vois, très à l'aise avec une langue purement théorique. Donc, je pense qu'il y a aussi, on a un peu, enfin, pour ce qui me concerne, moi j'écris comme j'écris, quoi. Il n'y a pas forcément d'anticipation sur ce qui pourrait être compréhensible ou pas. C'est plus sur fascisme ou néolibéralisme, tu sais, des réflexes comme ça. Oui, c'est ça, oui, tu vois, des grands mots. Donc, je vois tu as tout à fait raison. Hein. Je pense il y a des mots mantras un peu comme ça. Je pense que d'ailleurs, un manuel d'autodéfense intellectuelle doit à un moment en passer, on s'en est beaucoup parlé avec Philippe, par un manuel d'autodéfense intellectuelle contre notre propre camp. C'est-à-dire contre notre propre tic,
contre notre propre novlangue, hein, même si il y a un texte brillant qui met un peu en sourdine cette expression qui est devenue trop facile. D'ailleurs, c'est une expression que la gauche a tendance à resservir, enfin en tout cas un vocable. La novlangue, on dit novlangue à propos de tout, puis on ne sait plus trop ce qu'on dit, quoi. Donc on pourrait peut-être essayer de le dire autrement et de ne pas en passer effectivement par des réflexes lexicaux dont aucun camp, par lesquels aucun camp n'est épargné. Et surtout pas nous. Donc je pense que c'est l'autodéfense, c'est souvent pour moi d'abord avant tout l'autodéfense contre sa propre connerie, quoi, ou contre ses propres automatismes, ses propres syntagmes figés, c'est-à-dire des expressions toutes faites qu'on resserre comme ça sans plus du tout les questionner. Je pense que ça doit être 50% du boulot, mais en général je dirais d'un penseur critique. Un penseur critique doit d'abord être critique de lui-même. Doit voir, doit interroger de quelle position il part, comment il parle, quelles sont ses phrases. Il y a des phrases qui lui viennent et il doit être absolument intransigeant avec les phrases qui lui viennent en disant mais en fait ce mot est complètement nécrosé, pourquoi tu l'utilises à ton tour? Est-ce que toi-même tu es bien sûr de savoir ce que tu veux dire quand tu dis ça, ou est-ce que tu n'es pas encore en train de... Bon, chose qu'on connaît bien, et c'est pas pour accabler cette sphère pour laquelle j'ai du respect, mais qu'on connaît bien un petit peu dans une sphère qui serait la sphère militante, où comme ça on se... Comment dire, on scande un peu l'énergie politique où elle est presque portée, elle s'auto-porte par des mots incantatoires comme ça. Ce dont j'accepte assez bien le principe. On a besoin de ce genre de mots comme ça qui nous portent, notamment dans des situations de lutte, de manifestation, des situations concrètes de politique, quoi. Quand on écrit, c'est autre chose. Quand on écrit, on peut se permettre d'avoir des mots qui soient un peu moins incantatoires et peut-être un peu plus précis, quoi. Donc je pense que oui, il me semble qu'il y a pas mal de textes dont qu'on pourrait très bien lire à travers ce prisme-là d'autodéfense de la gauche contre elle-même. Ce qui n'est pas du tout un truc de haine de soi, mais au contraire d'affinement de notre grande supériorité intellectuelle, qui est celle de la gauche. Je rebondis juste là-dessus aussi sur le fait que l'autodéfense, elle n'est pas que sur l'exigence qu'on peut avoir par rapport à notre propre camp, ne porte pas que sur les mots, c'est aussi sur... Moi je le dirais presque, c'est une satisfaction morale qu'on a à gauche d'être sûr qu'on est dans le bon camp en fait. Et du coup on se permet, sachant ça, d'arriver par exemple sur un plateau télé en se disant puisque je suis dans le vrai, etc., je me prépare pas en fait. Enfin, il n'y a pas cette réflexion stratégique, etc. Et notamment là, je salue Alexandre et Camille, donc Alexandre qui tient le compte Coach We Coach, qui nous ont fait un œil du coach dedans et qui vraiment fait ce travail de dire en fait aux intellectuels ou aux militants de gauche, en fait quand vous allez assez ce soir, faut pas y aller comme ça, les mains dans les poches, etc. Il faut se préparer, il faut s'armer, il faut même partager ses connaissances, il faut repérer les stratégies, les tactiques, le jujitsu un peu sémantique, enfin, il faut se préparer quoi. Et je pense que ça relève aussi des fois ce manque de préparation de la satisfaction morale, je sais pas comment l'appeler, mais voilà, je suis sûr que tu vas rebondir là. Oui, je sais, c'est marrant parce que j'aurais jamais pensé ça, qu'effectivement c'était à mettre sur le compte d'une sorte d'arrogance intellectuelle de la gauche, de se dire que de toute façon, où que j'aille, le fait que j'ai absolument raison et que je sois du bon côté fera la blague à soi seul et que j'ai pas besoin de... C'est vrai que je m'étais jamais dit ça, mais tu as peut-être raison, ça joue aussi. Je crois aussi peut-être plus au crédit de la gauche, que c'est plus compliqué pour des gens qu'on appelle donc de gauche ce soir, appelons-les, radicaux d'une manière ou d'une autre, de se fondre dans la syntaxe télévisuelle ou audiovisuelle, et notamment dans sa temporalité, dans la mesure où il me semble que plus on prétend avoir une pensée fine, et plus elle a besoin de phrases pour s'exprimer, quoi. Et on sait bien que le contexte médiatique, le contexte mainstream demande des prises de parole courtes. Et donc effectivement, c'est à ce titre-là qu'il faut absolument le réfléchir en amont et dire... savoir absolument ce qu'on va dire d'une certaine manière. Bon, c'est Nicolas Framont aussi qui nous a fait un texte super, lui qui est presque devenu un modèle dans le domaine je suis de gauche et je passe dans une émission de droite, où de toute façon j'aurai à peu près que des adversaires autour de moi, un présentateur qui globalement sera hostile et malveillant. Comment est-ce que je peux arriver à m'en sortir? Je peux arriver à m'en sortir en jouant absolument pas le débat, mais en étant absolument obnubilé par le moment où je pourrais placer les 3 trucs que je veux dire. Et une fois que je les aurais dit, je serai content, je ne m'énerve pas, je ne rentre pas dans le débat. On a eu un contre-exemple d'ailleurs à Émission Égale récemment, puisque Framont y était allé, je crois d'ailleurs qu'il m'avait d'abord proposé à moi, en fait il y a un siège pour le gauchiste, hein, il y a une chaise, à partir du moment où il y a le gauchiste numéro 1 ou numéro 12 qui refuse, on appelle le numéro 13, et donc Nicolas y est allé, voilà, et récemment Usul est allé dans la même émission, et c'est intéressant, pas du tout pour accabler Usul de quelque manière, surtout qu'il a produit lui-même un commentaire très autodérisoire de sa prestation. Je pense qu'il est très lucide sur le fait qu'il a un peu raté son coup. Et je ne pense pas que ce soit à mettre au compte, en l'occurrence, de l'arrogance d'Usul, mais plutôt du fait qu'effectivement,
Ou alors il y est allé peut-être presque trop scolairement, en disant qu'à partir du moment où il réfléchissait bien à son thème, probablement il dirait des choses efficientes, pour prendre un mot très laid, mais qui s'impose dans ce genre de contexte. Et en fait, ça ne suffit pas, parce que tu tombes effectivement sur un impondérable qui est Jean-François Kahn, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais que moi je connais depuis que je suis né, qui pourrit les débats depuis 50 ans, de sa faconde autosatisfaite. Moi, quelqu'un de tout à fait abominable, et ça s'est vu là. Et Usul n'avait pas prévu le côté, en face, il y a des méchants. Il savait qu'en face, il y a des ennemis, il y a des adversaires, il y a des gens qui vont dire des choses pendables, ultralibérales ou que sais-je, ou autoritaires, mais il n'avait pas prévu qu'il y aurait un connard. Et donc, il n'avait pas d'immunité anti-connard. Et il se laisse déborder, quoi. Donc effectivement, on a probablement besoin d'une gymnastique. Bon, sachant que la question ne se pose pas trop, puisque de toute façon, il y a de moins en moins de gens de gauche radicale qui sont invités dans ce genre d'espace. Donc on a peut-être de moins en moins besoin de s'y préparer. Mais ça arrive quand même. Voilà, donc il y a deux textes comme ça. Il y a effectivement le coach de communication, pratiquement de communication en terrain hostile. Un certain nombre comme ça de petits trucs, et puis le texte de Nicolas effectivement qui est très très bon, où il dit deux trois trucs, je vous y renvoie, je vais pas épiloguer, mais c'est moi qui avait pensé à lui faire réécrire, parce qu'il avait déjà écrit un post Facebook ou quelque chose comme ça assez long sur la question, mais pas assez long à mon goût, et je trouvais qu'il était très intéressant dans une analyse de psychosociologie à son propre usage. Psychosociologie, c'est des choses très simples, c'est comment les émissions de télé vous achètent un peu votre douceur ou désarment votre éventuelle agressivité, au sens noble du terme, en vous mettant dans un plateau très adoucissant, comme ça, très émollient, mais c'est aussi en amont de l'émission que ça se joue. Moi, j'aime bien ces trucs parce que c'est très précis. Et quand il disait, par exemple, ça commence avec le taxi, ben c'est vrai, moi j'ai un peu connu cette expérience-là. Ben oui, quand vous allez à une émission dans le 15e arrondissement, parce que toutes les télés sont là-bas, en général, on vous propose de vous emmener en taxi, enfin qu'un taxi vous y emmène. Et ben oui, c'est comme ça que ça commence, la déradicalisation de votre corps. Et puis après, il y a les loges, et puis il y a les macarons dans les loges, et puis il y a le présentateur ou la présentatrice très sympa. On va faire une bonne émission tous ensemble. Donc ils vous mettent comme ça dans un contexte de consensus où oui, on n'est pas d'accord sur tout, mais l'important c'est qu'on débatte parce qu'on est en démocratie. Et voilà, même avant de rentrer sur le plateau, vous êtes déjà paumé. Et j'aimais bien que Nicolas prenne le sujet par ce bout-là. Et donc il a fait ce texte qui nous a pas déçus, je crois. Alors, je fais juste une petite pause logistique. Est-ce que pour faire rentrer quelques personnes, on pourrait avancer un petit peu ici? On pourra faire sortir 10. Voire 3-4 personnes peuvent même avoir le privilège de se mettre derrière le comptoir. Vous verrez ce qu'on vit tous les jours. C'est fascinant. Et on va reprendre après. Approchez, voilà, et peut-être ici avancer un petit peu. Venez à moi, les petits enfants. Merci beaucoup. Très discipliné ce public. Très, très bien. Pour un public de radicaux. Merci. Ouais. Voilà. Ça c'est la punition, c'est que tu vas devant la poésie. Pour la caméra. Ouais, la question. Merci, on va pouvoir reprendre. Du coup, boxe, lutte, combat, etc. On est vraiment dans le champ lexical là, du match de boxe, quoi, clairement. Il y a les petits gants de boxe qui viennent ponctuer certains articles. Quand, du coup, vous avez pensé ce manuel d'autodéfense intellectuelle et qu'on parle donc beaucoup de lutte, d'hégémonie culturelle, etc., est-ce que l'idée d'introduire l'ensemble des articles par une réflexion et peut-être une mise au point sur la pensée de Gramsci vous est apparu évident directement? Pourquoi vous aviez voulu mettre cet article un peu quand même en exergue, quoi. Il a une place un petit peu particulière. On rappelle, vous le ferez sans doute, mais que Gramsci est souvent cité à gauche, mais aussi beaucoup à droite. C'est ce que vous dites souvent dans vos interviews, etc. Depuis quelques temps, voire à l'extrême droite. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet article ? Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, j'entendais avec beaucoup d'agacement utiliser à tort et à travers la notion d'hégémonie culturelle, et notamment par les gens de droite qui
qui en bons idéalistes qui sont, se prévalent ou se félicitent d'avoir gagné la bataille culturelle, disent-ils aussi croyant citer Gramsci et prétendant citer Gramsci. À savoir, et donc en tant qu'idéaliste, pourquoi? Parce que pour eux, ça tout joue sur la sphère des idées. À un moment, les idées de gauche dominaient, donc dans les années 70, dirait-il eux-mêmes, et c'était pas faux. Et maintenant, les idées de droite domineraient parce qu'ils ont gagné la bataille des idées, et c'est ça qu'ils appellent l'hégémonie culturelle, dans une acception culturelle qui est très limitée, très réductrice, à savoir, ça serait la sphère des discours et des idées. Alors c'est vrai que le mot, d'une certaine manière, j'en arrive presque à penser ça quand je m'entretiens avec Razmig Kecheyan, donc que je suis allé chercher parce que c'est un Gramsci, c'est un spécialiste de Gramsci que j'écoute beaucoup, notamment sur Gramsci. Et je lui disais à un moment, mais finalement le mot culturel n'est pas très bien choisi, parce qu'évidemment il induit en erreur. Quand on a la bataille culturelle, tout de suite effectivement on se dit que c'est vraiment sur la sphère des discours, là il y a une bataille. Et alors indépendamment de cette petite, cette petite approximation de la domination, j'avais envie qu'effectivement Razmig creuse un peu, enfin élucide ou disent des choses très claires et très posées sur cette notion d'hégémonie culturelle que moi-même je ne comprenais pas, qui avait fini par m'échapper. Bon, d'abord, je ne suis pas du tout un spécialiste de Gramsci, j'ai dû lire quelques cahiers de prison, et puis c'est tout, et puis 1 ou 2 articles. Donc moi-même, j'étais dans le flou, quoi. J'avais hérité, on hérite parfois de concepts venant de grands penseurs sans avoir du tout lu ces penseurs-là. Donc du coup, le concept se balade un petit peu indépendamment de la situation textuelle qui y a donné lieu, et donc ça devient n'importe quoi. Donc effectivement, des gens de droite peuvent tout à fait, par exemple, parler de bataille culturelle alors que l'expression n'est pas chez Gramsci. Et alors l'expression hégémonie culturelle, que Razmig, je pense, a très bien redéfinie à mon invitation dans l'entretien qu'on a fait tous les deux, elle est en fait beaucoup plus matérialiste, quoi. C'est vraiment que les mentalités, les comportements sont très largement induits par des situations matérielles et pas forcément par des torsions dans le champ des discours, par exemple, pas à la télévision du temps de Gramsci, mais disons pourquoi pas dans le cinéma ou dans la presse écrite qui était quand même très importante et centrale dans les années 20 en Italie. C'est pas là que ça se joue fondamentalement dans des structurations matérielles qui font émerger des modes de pensée. Et donc gagner la bataille culturelle, ou la supposée bataille culturelle, c'est pas forcément aller dans les médias et se battre avec un manuel d'autodéfense sous la main, c'est continuer à lutter pied à pied dans les structures, dans les luttes véritables, en faisant le pari matérialiste qu'en changeant les structures, on fait changer les idées, et peut-être en changeant les pratiques aussi. En changeant les pratiques véritables, en inventant des pratiques, en s'auto-organisant, on fait émerger d'autres mentalités, d'autres façons de nommer sa propre vie ou d'analyser la société. Je pense que c'était vraiment important de tout de suite, parce que encore une fois, on donne toujours trop d'importance aux mots dans cette affaire, comme si les mots avaient vraiment... Alors les mots ont une efficace, ça c'est sûr. Les mots sont des choses, et donc ils ont leur poids, ils ont leur consistance, et les mots parfois produisent des actes. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est plutôt l'inverse qui se passe le plus classiquement, quoi, que ça se joue vraiment, encore une fois, dans des situations réelles, quoi. Donc oui, c'est à ce titre-là que assez vite avec Philippe, on a trouvé, d'une part pertinent d'aller interroger Razmig, mais d'autre part de le mettre en tête, quoi, du numéro, parce qu'il posait tout de suite le jeu en disant on va beaucoup vous parler de mots dans cette affaire, et c'est très pertinent parce que de fait il se passe plein de choses du côté des mots, mais n'oublions pas que quand même ce qui fait la blague au bout du compte et ce qui renverse un peu les mentalités, par exemple, pour le dire très très vite, je ne vais pas ergoter parce qu'on extrapolerait par rapport au magazine, mais comment dire, si les idées qu'on appelle d'extrême droite ont eu tendance à gagner du terrain depuis 20-30 ans, c'est pas parce qu'il y a CNews. D'abord, CNews n'existait pas dans les années 80. Il n'y avait pas de médias d'extrême droite dans les années 80, pas du tout. Depuis, il y en a beaucoup. Il y a des chaînes d'infos organisées comme telles, il y a des émissions qui sont clairement en voie de fascisation, il y a des médias alternatifs sur le net qui sont financés par des Bolloré bis, donc des cathos tradis, plus ou moins d'extrême droite. Bon, ça existe, mais ça n'existait pas dans les années 80. Or, ça n'a pas empêché le Front National d'émerger à ce moment-là, et d'émerger déjà conséquemment, puisque dès 88, Le Pen fait 14% au premier tour. Bon, maintenant c'est 20. Finalement, la masse était déjà là. Et ça ne s'était pas joué
dans une bataille culturelle qu'aurait gagné la droite. Je dirais même que dans le champ des discours, la gauche était quand même toujours dominante, quoi, des idées globalement progressistes, on va dire, comme ça, dans une espèce de queue de comète de 68. Donc ça s'était joué dans le réel, ça s'était joué dans peut-être une nouvelle configuration de la classe ouvrière, évidemment dans la crise, dans le fait que plein de gens étaient mis au chômage et donc pouvaient désigner l'étranger comme un adversaire possible. C'est des fonctionnements qu'on connaît par cœur, mais c'est des faits matériels, quoi. Donc, alors après, maintenant on se retrouve effectivement avec une... oui, bon, on voit bien en France les idées, moi je préfère appeler libérales autoritaires, qui sont toujours plus libérales et plus autoritaires, mais et après avec éventuellement une intensification fasciste. Mais ces idées-là dominent, elles pèsent beaucoup sur un nombre conséquent de consciences. Et là, effectivement, puisqu'elles dominent, alors là on peut de nouveau essayer de s'armer intellectuellement pour essayer d'y répondre et de les contrecarrer, de les saborder de l'intérieur, quoi, d'aller les prendre. Bon, ce qui m'est arrivé de faire un peu, je pense qu'il faut y aller, quoi, vraiment. Il faut prendre au mot ce qui est dit en face et vraiment essayer de voir de quoi il s'agit. Moi, il y a dans un texte que j'ai fait, là, un texte assez disons, copieux que j'ai fait, qui est plutôt au début aussi du magazine. Je prends quelques exemples de comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui est ce que charrie des éléments de langage de l'adversaire. Et bon, je prends par exemple une sortie de quelqu'un que j'appelle P, que j'aurais pu appeler Natacha, comme ça, par Natacha P. Qui ça peut bien être? Alors c'est pas Natacha Portman, parce que c'est pas son prénom. Et donc je la vois par exemple un soir à Quotidien, émission qu'il faut toujours regarder pour comprendre comment l'adversaire parle et par quels affects il est traversé. Et je la vois dans cette émission, le fait qu'elle y soit présente déjà c'est très intéressant, ça fait symptôme de quelque chose, je l'explique dans l'article, parce que fut un temps où Quotidien n'aurait pas invité Natacha Polony, parce que Natacha Polony n'était pas assez cool. Et comme Natacha Polony à la fois s'est coolifiée et que Quotidien s'est durci, eh ben, ils peuvent se rencontrer. Première chose. Et puis Natacha Polony commence à nous parler de l'uniforme à l'école, parce que Brigitte Macron venait de dire, Brigitte Macron, grande philosophe des années 2020. Je resitue pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai lu tous ses livres. Venait de dire qu'elle était plutôt favorable à l'uniforme à l'école. Personne ne m'avait rien demandé, mais elle a décidé de dire « je suis favorable à l'uniforme ». Bon, très bien. Donc on interroge Natacha Polony là-dessus. Natacha Polony dit « oui, moi, je dois dire que je suis assez favorable aussi. » Ah tiens. Et alors pourquoi? Elle le dit à titre égalitaire, dit-elle. Voilà. C'est pas une question d'égalité, parce que du coup ça remet de l'égalité entre les riches et les pauvres. Parce que sinon les riches se sapent hyper bien avec des marques, et puis les pauvres, ils ont l'air cons avec leurs fringues de pauvres. Donc tiens, Natacha Polony est devenue d'extrême gauche. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, et puis on creuse. J'entends ses arguments, je les entends, je vois bien que ça ne va pas, c'est fake. Donc il faut aller voir qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire et quelle est vraiment... Je ne vais pas refaire l'article, mais pour arriver au point, on s'aperçoit que finalement, elle défend l'uniforme à l'école, non pas à titre égalitaire, mais à titre autoritaire. Ça lui plaît bien des gens et un uniforme à l'école, à titre de discipline, puisqu'elle a toujours été très proche de ça. Donc pour ça, il faut enquêter un peu, quoi. De fait... Et je pense que par rapport aux mots, par exemple, de l'extrême droite, ou disons d'une droite très autoritaire, ou d'une droite tout simplement libérale, pléonasme, on a tendance à s'effaroucher un peu vite, quoi. On a tendance à tout de suite dire, c'est vraiment de la merde ce qu'ils disent, ils sont cons, ils sont méchants, vraiment c'est horrible. Et on oublie d'entendre véritablement ce qu'ils sont en train de dire. Et finalement, on finit par mécomprendre l'adversaire. Donc je pense que pour moi, la meilleure autodéfense intellectuelle, c'est d'abord de bien comprendre ce qu'ils sont en train de nous dire. Et comment ces gens pensent pour de vrai. Je pense qu'en général, par exemple, moi je suis toujours consterné par la façon dont les gens de gauche parlent de l'extrême droite. Je veux dire, une fois qu'ils ont dit que c'est des racistes, des méchants et des mascus, ils ne savent pas dire grand-chose, alors que c'est quand même un tout petit peu plus sophistiqué, quoi. C'est peut-être pas forcément plus malin, mais c'est un peu plus sophistiqué. Disons que c'est de la malfaisance beaucoup plus subtile. Voilà, j'ai un peu dévié, je ne sais pas d'où on était parti. J'avais envie de parler de ce texte, voilà, c'est fait. On était parti de Gramsci, ouais. Gramsci, Bégodeau, voilà quoi. Enfin, direct. Voilà. Tu veux ajouter? Tu m'as éteint. Ok, bah, salut.
Merci. Je vais finir avec une petite question peut-être plus personnelle, plus triviale, avant de laisser peut-être un peu la parole au public, parce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu ce soir. Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans le public, donc ça sera assez sympa de partager plus largement. Donc vous, François, à titre personnel, qu'est-ce que ça représentait pour vous ce hors-série, le fait d'être rédacteur en chef de ce manuel d'autodéfense? Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une volonté de vous placer justement dans la lutte? On parlait de la lutte, vous y êtes déjà, mais voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que ça représentait pour vous ce hors-série? Non, moi j'ai quand même souvent des premiers réflexes qui sont, et peut-être même des seconds réflexes, et même troisièmes, qui sont assez individualistes. Je pense toujours un peu à mon plaisir. Désolé, c'est mon critère premier. Donc quand Philippe me propose ça, premier truc, est-ce que j'ai le temps? Deuxième truc, est-ce que ça va me prendre trop de temps par rapport à 2-3 chantiers que j'aurais? C'est vraiment le premier truc que je t'ai dit, c'était vraiment ça à quoi je pensais. Et troisièmement, est-ce qu'il y a du plaisir à prendre là-dedans, quoi? Est-ce que ça peut être vraiment plaisir au sens large, hein? C'est pas forcément d'ailleurs, est-ce que ça va m'intéresser, est-ce que ça va me captiver? Et je dois dire, j'en étais à peu près sûr. Pour avoir eu quelques expériences à peu près semblables par le passé, je sais qu'il y a vraiment, c'est très très exaltant de concevoir des choses comme ça. Alors après, le bonus, d'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon édito, où je finis par dire que je ne suis pas complètement convaincu que tout ça serve à grand chose pour nos lecteurs, mais en tout cas, ça sert à moi, quoi. Au moins, ce manuel m'aura servi à moi, et bon, ben moi je recevais les textes en fait au fur et à mesure, ceux que j'avais commandés directement, et puis la rédaction me faisait passer d'autres textes qu'on avait commandés plus collectivement, et bah, du coup je les lisais, je les découvrais, j'étais lecteur en fait, et je dois dire que j'étais souvent très épaté par ce que je disais, et j'y apprenais beaucoup de choses, quoi, tout simplement. Enfin, Rancière a réussi à m'étonner, ce qui est quand même assez balèze, parce que ça fait quand même 40 ans que je le lis, non un peu moins quand même, allez 30, et que je le connais vraiment par cœur, et en plus c'est moi qui lui avais demandé le texte, en tout cas sur ce thème-là, où j'avais presque envie qu'il répète des choses qu'il avait déjà dites. Or il a réussi encore à trouver un nouvel angle, tout à fait, enfin il a vraiment pas pris de haut le truc, ou par-dessus la jambe comme on dit. Donc en fait ça a été d'abord une expérience de lecteur en fait, avant même d'être une expérience de rédaction en chef, c'est lire des trucs et le lire de façon plus intense qu'on ne lit un texte habituellement, parce que il est arrivé que je demande quelques petites corrections, ou quelques... repenser peut-être un agencement, enfin un travail que Philippe connaît bien, de rédac chef, quoi, en fait, en tout cas de quelqu'un qui co-rédige, enfin qui accompagne la rédaction des textes. Mais en général, c'est d'abord des lectures, quoi, où voilà, il y a plein de choses qui ont été faites, y compris par l'équipe de Socialter. Il ne faut pas oublier que finalement, une très grosse partie du numéro a été prise en charge par l'équipe rédactionnelle de Socialter tout court, hein, indépendamment des guests ou des intervenants extérieurs. Et bon, il y en a aussi qui m'ont fait marrer, je pense que quand même l'ensemble est assez drôle, je crois. Donc voilà, moi c'est ce que je retiendrai, c'est que j'ai beaucoup appris en lisant ce truc, beaucoup plus qu'en le faisant. Enfin, le plaisir était partagé, on a eu beaucoup de plaisir à lire ce manuel avant la rencontre. Et écoutez, nous on a posé un peu les questions qu'on souhaitait. Donc si dans le public quelqu'un veut parler, n'hésitez pas à lever la main. Bon, je pense qu'on ne va pas passer le micro, de toute façon je ne suis même pas sûr qu'il marche bien. Ou même si François ou Philippe voulaient passer la parole à des personnes voilà, qui auraient contribué ou quoi, n'hésitez pas. Peut-être à terme, ouais, mais on va prendre une première... Donc on fait vraiment pas passer le micro, ça serait impossible ou quoi? Faut parler super fort. Ouais, j'ai une question, alors je sais pas, je suis arrivé un peu au milieu, mais c'est peut-être hors sujet. C'est à propos de l'école. Je côtoie des enfants un peu des classes populaires à l'école, et j'ai vu un petit peu des vidéos où vous disiez que vous étiez un petit peu là pour reproduire les inégalités. Et du coup, je sais, enfin, moi je me dis quand même que ça sert un peu à quelque chose. Quelle défense de l'école. Ouais. Moi je me dis quand même que ça sert un peu à quelque chose. Quel enthousiasme. Ça vaut vraiment le coup de foutre un budget de 20 millions. Et j'ai du mal à voir un peu si on arrêtait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Bah, là, on va un petit peu sortir du jeu, effectivement. Donc, je vais le raccrocher au manuel d'autodéfense, parce que il est question un peu de ça dans le texte de Rancière, parce que Rancière a écrit peut-être le plus grand livre sur l'école ou sur l'anti-école, qui s'appelle Le Maître ignorant, et donc il y revient d'ailleurs dans le texte en prenant un autre angle. Moi, je lui ai demandé en fait de parler de décryptage, parce que je l'avais souvent entendu condamner la notion de décryptage, dont on se repaît aussi beaucoup. Je vais décrypter le capitalisme.
Dans les médias, il y a plein de décrypteurs, ils n'arrêtent pas de décrypter. Et Rancière nous rappelle qu'il n'y a rien à décrypter, que les choses ne sont pas cryptées. Les choses ne sont pas cryptées, elles sont relativement compréhensibles par tout à chacun. Du moment qu'on les regarde attentivement. Il ne s'agit pas de les décrypter, mais de les regarder, ce qui n'est pas la même chose du tout. Parce que le décrypteur, s'il y a à décrypter, il faut des décrypteurs, donc des spécialistes. Et donc du coup, ça met de l'inégalité. Il faut qu'il y ait des spécialistes qui seraient chargés comme ça de nous informer ou de nous rendre compréhensible le réel. Et puis du coup, les non-spécialistes n'ont plus qu'à écouter. Et donc ça recrée indéfiniment de l'inégalité. Là, je récite un peu le maître ignorant, etc. Donc, je vous renvoie déjà à ce texte. Et puis il y a une deuxième chose, il y a un texte qui parle d'une expérience d'éduc-pop ou d'éducation populaire. Moi j'en suis plutôt là par rapport à l'école, mais j'en suis là parce que ça fait presque 2 siècles que un pan du mouvement ouvrier ou quelques éléments du mouvement anarchiste ont très très vite considéré qu'on ne pouvait absolument pas compter sur l'école telle qu'inventée par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie essentiellement. Et que donc, à partir du moment où une structure est inventée pour et par la bourgeoisie, de deux choses l'une, soit on y va et on se soumet au programme bourgeois, programme au sens large, soit on essaie de penser une auto-organisation de l'éducation, une auto-éducation, où il s'agirait de s'éduquer les uns les autres, ce qui est pour moi un petit peu la définition de l'éducation populaire, qui est une notion qui est apparue très très tôt en fait, dès le 19e, les anarchistes se sont donné un certain nombre comme ça de périmètres où ils pouvaient s'enseigner des choses les uns aux autres. Voilà, moi j'en suis plutôt là. D'ailleurs, il n'y a pas loin de toi un contributeur, oui, alors il y a Yazid qui est un compagnon de route de la cause de l'école ou de l'anti-école ou de l'école. Donc tu es directeur à l'école démocratique, je sais plus, c'est directeur? Ouais. Bon. De toute façon, je sais que là-bas, tu te fais appeler le boss, quoi. T'aimes bien qu'on t'appelle le boss, c'est ça que tu me disais. Ouais. Et puis, il n'y a pas loin, Joachim, t'es là ou t'es là, Joachim, ouais. Tu veux dire un mot du texte que tu as fait justement sur ton expérience, mais vite fait, quoi, d'éduc-pop à Rennes, dans un quartier de Rennes. Je parle d'une université populaire, oui, qu'on a créée à Rennes, qui s'appelle l'université populaire Pierre Bourdieu, on peut oser. Du nom d'un sociologue assez connu. Rancière aime beaucoup. Je sais pas quoi dire, Moi j'avais envie d'inviter François pour se poser la question de est-ce que supprimer l'école c'est une idée de gauche ou de droite. Mais tu rencontres des classes populaires, apparemment à l'école. J'avoue que depuis plusieurs mois, il me retourne un peu sur la question. Moi je fais partie de ces miraculés scolaires qui vont dans le milieu ouvrier et qui a plutôt réussi scolairement. Et quand je fais le décompte, je me demande est-ce que j'ai vraiment appris à l'école tout ce que j'ai pu faire. Je sais pas, il y a beaucoup de choses à dire. Je me définis pas comme François Jeunet, d'ailleurs je définis en fait cette idée. On reste encore plein de trucs. Mais cette idée elle est intéressante parce que c'est un impensé à gauche. Et du coup elle est intéressante puisque c'est un impensé. Et c'est un peu provocateur quand on dit supprimer l'école, mais ça veut pas dire ne rien faire. Il y a peut-être que l'éducation populaire a son mot à dire, en même temps il faut aussi critiquer le champ de l'éducation populaire, parce que c'est aussi un nouveliste qui trouve un peu n'importe quoi. Mais les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements ouvriers ont eu des moments d'auto-éducation, et qui ont pu s'émanciper aussi dans des moments communautaires comme ça. Et est-ce qu'on a besoin d'une école qui au départ a été créée pour la bourgeoisie et pour péter les Allemands, le ferry n'était pas si cool apparemment. Je sais pas, en tout cas c'est une vraie question, moi je suis pas aussi tranché, mais c'est une super belle question et c'est vrai qu'on a plein d'expériences alternatives qui montrent que on peut peut-être faire autrement. Je pense que d'ailleurs ces expériences, elles sont très largement méconnues, y compris à gauche. Il y a un rapport, on en parle souvent avec Yazid d'ailleurs, qui connaît bien aussi le champ militant de la gauche, et on s'étonne toujours, tous les deux, et avec d'autres gens aussi quand même, que finalement l'école est assez peu remise en cause dans les sphères de gauche en fait. Alors pour des raisons, elle l'était beaucoup plus je crois dans les années 60-70, c'est un peu passé de mode, ou en tout cas passé, c'est plus une cible prioritaire comme elle pouvait l'être dans les années 70. Une des raisons en étant un fait sociologique majeur, à savoir que beaucoup de soldats de la gauche sont profs eux-mêmes, et qu'il est compliqué de penser contre la structure qui vous fait gagner de l'argent, ce qui est tout à fait, qui vous fait vivre, ce que je comprends, je le dis sans ironie, sans malice, je comprends très bien ça. Pour avoir été prof moi-même, je comprends très bien le mécanisme, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez peu interrogé, ce qui fait que dominerait plutôt, d'ailleurs, un peu ce que tu disais, enfin, je ne savais pas que
au moment où tu m'inviterais à Rennes, ce serait ça la question axiomatique. Mais il arrive évidemment que beaucoup de gens de gauche, il y a même des livres qui s'écrivent dans ce sens-là et qui voient d'un très mauvais œil les alternatives qui s'inventent ici ou là comme étant mises sur le compte d'une libéralisation générale de l'éducation. En gros, école alsacienne, Montessori, boîte privée et école démocratique façon 19e arrondissement ou ailleurs, tout ça c'est pareil. Il s'agit de... Bon, ce qui est quand même un amalgame tout à fait dégueulasse. Mais ce qui en dit long sur... et d'ailleurs, totalement ignorant des pratiques véritables qui se jouent, par exemple, dans les écoles démocratiques ou ailleurs. Donc je pense qu'il y a surtout une méconnaissance, en fait. C'est pour ça que je t'ai demandé, Joachim, de nous parler un petit peu de ce que tu faisais, là, dans ce quartier de... J'ai oublié le nom du quartier, d'ailleurs, à Rennes. Le quartier sud s'appelle le Blône. Le Blône, c'est ça. Parce que voilà, je trouve qu'il y a un manque d'informations sur les pratiques. Moi-même, je ne suis pas forcément très au fait de tout ce qui se fait, quoi. Donc au moins, c'était... Bon, après, tu as fait un texte aussi très théorique qui pense que c'est que l'éducation populaire, effectivement, le piège disons, les ambiguïtés de la notion. Mais donc je trouve le texte assez béton de ce point de vue-là. Et je trouve qu'il faudrait juste se renseigner, plutôt que d'ergoter sur école, pas école. Vous voyez, vous demandez, mais qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait plus d'école? Parce qu'on est un peu paniqué, comme ça, on a toujours connu une société avec école, quoi. Eh ben, je veux dire, il y a des choses qui se font, qui s'inventent. Donc en fait, il faudrait se mettre au jus, tout simplement. Essayer de se rencarder sur des... En général, en plus, c'est des lieux qui produisent beaucoup leur propre documentation ou leur propre archive. Donc il y a des textes qui existent, quoi. Voilà ce qu'on fait ci, on fait ça, on s'organise comme ça. On a été soumis à telle difficulté. Parce que moi, je trouve que c'est toujours très intéressant. D'ailleurs, Joachim, tu le fais dans ton texte, de dire aussi comment ça merde, comment c'est pas facile, comment... Moi, j'ai demandé aussi, dans le même genre, avec quelques amis en Mayenne, suite à un documentaire que j'avais tourné. On a monté une sorte de SIC audiovisuel, comme ça, on essaie de faire du cinéma en autonomie, c'est-à-dire sans dépendre des guichets, soit publics, soit privés. Et donc j'ai demandé à celui qui a été le maître d'œuvre, enfin en tout cas l'initiateur principal de ce truc-là, de faire un texte aussi, là, dans Socialterre. Et il ne fait pas mystère des difficultés auxquelles on se heurte depuis 2 ans qu'on a monté le truc. Il y a des difficultés exogènes, à savoir c'est compliqué dans ce monde marchand de faire un cinéma pas marchand. Okay. Puis il y a des difficultés endogènes, internes, c'est-à-dire on s'engueule, on n'est pas toujours aussi noble que le projet collectif voudrait qu'on le soit. Voilà, il faut tout dire, il faut raconter les choses. Il faut qu'on se raconte des trucs les uns aux autres, ça c'est très important. Parce qu'après, sinon on se retrouve toujours très démunis. En se disant, finalement, en finissant par accepter les institutions telles qu'elles sont, parce que nous n'avons pas en tête des alternatives. Voilà pour l'école, hein. Fini pour ce soir, hein. Ça c'est réglé. Bien fort. Je veux peut-être revenir sur ce que tu disais à propos si je comprends bien, tu dis que c'est le réel qui... Enfin, on va concevoir nos idées, nos convictions à partir du réel. Et j'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, quand tu prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui se fait licencier, qui va mettre ça sur le dos des étrangers, comme ça. Enfin, si cette personne-là parle vraiment du réel, pourquoi il ne se dirait pas plutôt c'est mon patron qui veut réduire la masse salariale, tout ça. Enfin, cette personne-là, pour moi, on lui a mis l'idée en tête que c'est les étrangers qui doivent travailler. Tu as tout à fait raison. De toute façon, je n'ai jamais prétendu que, je l'ai dit d'ailleurs, hein, que les mots avaient une efficace et que dans la donne, il n'y a pas que la matière ou les structures qui jouent. Donc tout ça, c'est très compliqué. C'est toujours des vieilles problématiques entre qu'est-ce qui conditionne un comportement. Moi, je crois que c'est fondamentalement d'abord les conditions matérielles dans lesquelles évolue cet individu. Il est évident que si on reprend cet exemple-là, bon, le type a été ouvrier, il avait un boulot depuis 20 ans pour lequel il avait été formé, etc. Il est foutu à la porte, comme c'est beaucoup arrivé dans certains domaines industriels dans les années 80, on va dire. Et effectivement, il en arrive à désigner comme adversaire ou comme cible d'épanchement de son ressentiment plutôt l'arabe d'à côté que le patron. Très bien. Ou les actionnaires qui ont fait qu'il s'est retrouvé à la porte. Et donc, une des raisons, sans doute, qui désigne cet adversaire plutôt qu'un autre, c'est qu'il a entendu des choses autour de lui, peut-être dans sa famille, pour 1000 raisons, ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses, qui le portaient plutôt à désigner l'étranger, je prends vraiment ce truc très schématique, comme adversaire, et donc du coup, ça va plutôt l'orienter vers le Front National que vers la gauche, en gros, pour aller vite. Oui, mais une des raisons pour lesquelles les gens dans sa famille réfléchissent de cette façon-là et désignent ce genre d'adversaire, je suis sûr que c'est aussi lié à une certaine condition. Et toi, là, on retrouverait la matière aussi.
Moi, je vois tout à fait ça, effectivement, dans des gens qui sont plutôt issus d'une généalogie de commerçants. Je ne le verrai pas dans des gens qui sont issus d'une généalogie de fonction publique. Parce que c'est pas comme ça qu'on parle. Moi, ça m'est jamais venu ce genre de réflexe dans la mesure où j'avais été... Et donc, tu vois, là, on retrouverait des phénomènes qui sont liés à la corporation. Tu vois, il y aurait plein de... Par ailleurs, il y a un autre phénomène matériel. Une des raisons pour lesquelles lui, il va se dire, c'est l'arabe, mon voisin arabe qui me fait chier parce qu'il prend des allocs, je sais pas quoi, ben, c'est aussi parce que il est chez lui. Il est chez lui et ça, c'est une condition matérielle. Et étant chez lui, il n'a plus accès à une sorte d'intelligence collective que produisait la gauche, qui était très largement produite par le fait qu'on travaillait ensemble dans des grands sites de production, où il peut y avoir des cadres syndicaux, ou des cadres militants, ou des gens qui se politisaient à gauche les uns les autres, en travaillant ensemble. Et maintenant qu'il est tout seul chez lui, il a quoi comme source? Il a éventuellement sa famille, ses proches, et puis il a la télé. Mais tu vois, en fait, c'est aussi des conditions matérielles, ça. C'est ça que je veux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord, je vois très très bien l'esprit de ton objection ou de ta... Mais tu vois, je pense qu'en permanence, on peut faire jouer une dialectique matière-mot, quoi. Ça ne sera jamais totalement découplable de conditions matérielles. Ça n'a rien à voir avec Socialter, je suis désolée, je l'ai, je suis en train de le lire, mais... Bah alors voilà. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, une autre question. Ouais. C'est Philippe qui va répondre, alors vas-y. C'est sur l'histoire de ta bêtise. Ouais, ça c'est pour toi. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri, et plein de choses, mais il y a un moment qui m'a un petit peu surprise, comme c'était il y a un certain temps, je ne me rappelle pas des termes, mais peut-être que le contexte était déjà cité et je l'ai complètement oublié. Mais j'en suis pas sûre. Tout d'un coup, voilà, vous êtes mis à éreinter des gens de gauche, comme, je sais pas si Annie Ernaux était dedans, mais en tout cas. Je crois pas dans l'histoire de ta bêtise. Non, Héribon, je pense que c'était. Et enfin, pour moi, c'était éreinté. Vous les citez et il y avait une certaine. Dans l'histoire de ta bêtise? Oui. Oh. Non. Vous êtes sûr, hein? Bah, c'est pas moi qui décris le livre, c'est un nègre. Donc, il y a un petit passage, que j'appelle mon nègre. Qui, c'est pas éreinté, je veux dire, c'est pas non plus des ins, mais tout d'un coup on sent qu'il y a une espèce de dissension, quelque chose qui vous dérange, ou en tout cas que vous n'appréciez pas, sans l'expliquer, et je n'ai pas compris. D'accord, ouais, c'est marrant parce que je me souviens pas du tout de ce passage. Je vais le passage et je veux... Ce que je pourrais vous dire, plus... Notre joie, non, c'est pas, ce serait plus dans notre joie, je crois, éventuellement. Mais dans Boniment, j'ai parlé d'Édouard Louis, qui est pas très loin de Didier Ribon. Là, donc là, je peux assumer ce que j'ai dit dans Boniment sur... peut-être que globalement, je sais plus, en tout cas, moi, de Ribon, c'est quelqu'un que j'ai lu, pour lequel j'ai beaucoup de respect, hein, je suis pas un grand fan de Retour à Reims. Voilà. Et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un grand fan de Retour à Reims, qui a des qualités, qui a plein de qualités, notamment quand même de documenter une certaine classe ouvrière, son glissement d'ailleurs vers le Front National, puisqu'on y revient. Donc il y a plein de choses très bien dans ce livre. Il y a une chose que je trouve où il ne travaille pas, où il ne fait pas le travail que moi j'attendrais, qui est un travail d'autogénéalogie, d'élucidation de sa propre généalogie. Et c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe finalement de ce prolétariat à quand même les sphères assez supérieures du champ universitaire. Ribon est un intellectuel tout à fait respectable, respecté, qui a écrit des livres intéressants. Donc, et pour moi, il manque des cases. Comme moi, c'est une question assez obsessionnelle, et je trouve d'ailleurs qu'il devrait intéresser tout le monde, c'est comment on devient ce qu'on devient. Parce qu'il y a à la fois une question sociale, une question psychologique, une question anthropologique, une question métaphysique. Il y a plein de choses à faire, mais il faut bosser, quoi. Il faut bosser, on ne peut pas se contenter d'un truc qu'il y a aussi au travail chez Édouard Louis, et qu'il y a un peu, des fois, de façon un peu par la négative chez Geoffroy de La Guinnerie, qui est un peu le troisième du trio, c'est que je crois précisément, on y reviendrait, un décret, un postulat que c'est l'école qui nous a fait monter, quoi. Voilà. Et donc là, on est de gauche critique, on fait feu de tout bois en termes de critique, on critique toutes les institutions, et Geoffroy le fait de façon extrêmement virulente, et je trouve souvent passionnante. J'aime beaucoup l'écouter en général et le lire. Mais il y a un truc qui est épargné tout le temps, c'est un peu l'école. Et donc on retrouve ce schéma bidon bourgeois, c'est peut-être à ce titre-là que c'était dans l'histoire de ta bêtise, ce que Bourdieu appelait une sociodyssée, c'est-à-dire comment on se raconte une histoire sociologique à notre avantage. Bon, et c'est vrai que je critiquais beaucoup ça dans l'histoire de ta bêtise, savoir comment, quand vous demandez aux bourgeois comment ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, il y a toujours des grosses cases qui manquent, quoi. Et donc, qu'en général, ils investissent avec des mythologies du genre « j'ai fait des rencontres ». Voilà, des espèces de trucs très évasifs.
Ce qui me permettait à ce moment-là plutôt de pourrir Modiano, que je trouve le grand écrivain de ça, du flou artistique, c'est Patrick Modiano. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on est, et c'est bien pour ça que c'est quand même presque l'écrivain officiel de la bourgeoisie depuis 40 ans, quoi. Donc je pense que ouais, dans le bouquin des Ribons, moi j'ai pas la case entre Prolo et... Alors il y aurait tout un tas d'agents qui ont fait que... Mais ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment les élucider, prendre du temps, tricoter la chose, tisser de l'explication, et c'est pas fait. Ce travail n'est pas fait. Moi c'est ma grande déception. Donc peut-être que c'est à ce titre-là que... Je suis en train d'inventer des pages d'histoire de tabétisme qui n'existent peut-être pas, mais en tout cas, si... Oui, il doit y en avoir un ou deux où je parle de ça, parce que c'est vrai que ça... C'est pas long, et je ne crois pas que vous l'expliquiez non plus. Ouais. Du coup, j'étais un petit peu surprise. C'est vrai que ce point vide, où c'est comme ça, au milieu, enfin venant de gens qui vraiment sont des bourdieusiens en chef, beaucoup plus que moi j'ai tout un tas de choses à redire à Bourdieu, mais eux c'est vraiment ce pic d'être vraiment des émules de Bourdieu. Je comprends pas qu'à un moment, eux aussi fassent droit à une sorte de sociodyssée, comme ça, genre, bah oui, bah à un moment, on n'était pas lettrés, puis on est devenu lettrés, parce avec parfois la figure du maître qui arrive, bien sûr. J'ai rencontré des super professeurs, un maître m'a initié à la littérature, et soudain, ce fut une illumination. Moi qui venais de l'égout, je me suis mis à manger du Flaubert. Bon, c'est très étrange, venant de bourdieusien, quoi, voilà. C'est vrai, j'arrête. Ouais, je vais faire le méchant professeur pour rester dans la logique de l'école. On va prendre une dernière question. J'ai vu qu'il y avait madame là-bas qui avait déjà levé la main. Vous serez la dernière. Voilà, désolé. Moi, j'ai une petite réserve, question réserve sur la forme. Je trouvais que la forme avait beaucoup été abordée. Et justement, quand j'ai vu l'article sur rendre notre cause désirable, il y a quelque chose avec lequel j'étais pas forcément en accord pour pouvoir vraiment l'expliquer, et notamment la référence à la pop culture, à Beyoncé, etc. Enfin, des figures comme ça, des chanteurs de la pop culture. Je voyais une contradiction parce que c'est quand même un résultat du capitalisme. Dans mon sens, moi je fais de la musique par exemple, et je sais pas que je me bats contre la musique commerciale, mais je peux en écouter aussi, mais je trouve qu'il y a une petite contradiction par rapport au propos. Voilà. Eh oui, je rigole. Je n'ai pas entendu. Alors, tiens, prends le micro, Philippe. C'est hyper dur comme question. En plus, je suis très mélomane, donc j'ai souvent cette critique avec des potes. Ouais, voilà. Juste pour resituer, alors par quoi je commence? Par la critique de ce qui vient d'être dit ou par l'explication de ce qui est critiqué? On a fait ce choix-là parce que ça partait d'une conférence à laquelle a participé notre ami François au Festival Social Terre de octobre dernier, où il était avec Adeline Baldacchino. La question c'était: peut-on rester heureux quand le monde s'effondre, quoi, en gros. Un truc très développement personnel, comme on le fait bien. Et en fait, à un moment, François, il est parti sur la question du bilan érotique. Voilà. Il faut faire un bilan érotique de nos luttes et de dire comment on suscite le désir, en gros. Le désir, parce que derrière le désir, il y a la joie après d'en faire partie, etc. Et en fait, moi, l'expression m'est restée parce que je la trouvais drôle. Et en fait, l'idée, c'était un peu de creuser un peu ça, mais on n'avait pas vraiment l'entrée qu'aurait pu écrire François ou quelqu'un aurait pu écrire. Donc on est parti sur un truc beaucoup plus simple qui était de voir qu'aujourd'hui, dans les luttes contemporaines des soulèvements de la terre jusqu'aux chars de manifestations, etc., il y avait quand même une réflexion qui était en cours sur comment on sort du truc, désolé, mais CGT merguez moustache, quoi. Comment est-ce qu'on essaie de créer quelque chose de désirable? Parce que beaucoup de gens ne vont plus en manif. Non, mais c'est un constat, les gens ne vont plus en manif, les gens de ma génération ne vont plus en manif. À part les gens qui ont été très politisés par leur parcours estudiantin ou autre, ou familial, ça n'attire personne. Et du coup, comment on recrée du désir sur des luttes, aussi par des entrées? Bah ouais, en fait, c'est pas sale de dire il faut se rendre un peu sexy, quoi. Et du coup, on voulait explorer quelques luttes qui sont complètement, c'est pas du tout exhaustif, c'est complètement subjectif, etc. Et donc voilà l'intention, en tout cas, de cet article. Et c'était de voir s'il y avait vraiment une réflexion derrière là-dessus, sur la désirabilité, sur le fait de mettre en scène, de créer des clips quasiment de rap pour vendre. Par exemple, là, il y a un vidéaste connu qui s'appelle Partager c'est sympa, qui fait des clips de rap maintenant pour essayer de mobiliser sur un peu les questions du soulèvement de la terre, etc. Bon, il y a quand même une réflexion qui se passe, et moi je la trouve intéressante, surtout à une heure du tout médiatisé, où aujourd'hui en fait, il y a une pression intentionnelle qui fait que les gens choisissent, et que mine de rien, l'apparence fait que les gens s'arrêtent. Et donc voilà. Justement, on lutte contre ça. Le capitalisme, c'est pas que du fond, c'est de la forme, et cette forme, ce marketing omniprésent, c'est le petit... Alors bah du coup... Moi, c'est quelque chose...
Du coup, on arrive sur un débat qui, pour moi, il y a deux débats du coup là-dedans. Il y a le premier qui est, enfin, je peux pas y répondre, c'est-à-dire est-ce qu'il faut se servir des outils de l'ennemi ou pas y toucher. Enfin, c'est une vraie question en fait. On sait ce qu'on lâche pour utiliser ces outils, on sait qu'on perd des choses. Enfin, quand on fait une vidéo TikTok, on perd du fond par exemple, par rapport à ce qu'on ferait avec une vidéo Instagram, et par rapport à Instagram par rapport à YouTube, et YouTube par rapport à un papier. On sait qu'on perd, mais on sait aussi qu'on gagne des choses. Donc après, c'est un arbitrage. Et moi, sincèrement, je me sentirais mal à donner des leçons en fait de il faudrait faire comme ci ou comme ça. Parce que ma position change en fait selon le contexte, selon le message, selon la plateforme, selon etc. Donc ça c'est un premier point où moi je pourrais pas répondre plus puisque je n'ai pas d'avis tranché là-dessus en fait tout simplement. Et le deuxième point, merde c'était quoi? Putain, faut suivre son propre raisonnement, c'est compliqué. Je sais pas comment tu fais pendant des heures comme ça. Oui, non, par exemple, je vais te tutoyer. Tu parlais des questions de c'est le capitalisme. Mais en fait, par exemple, si tu lis les textes sur le début du rock, il y a plein de mélomanes jazz qui disaient c'est une horreur le rock. C'est une musique complètement capitaliste. C'est du riff, c'est de la boucle, c'est de la musique formatée pour 3 minutes 30 sur une radio, etc. Bah ouais. En fait, quand tu lis, moi j'ai lu les textes de Kluskar ou autres à l'époque Adorno a beaucoup donné dans l'école de Francfort, même le jazz. Non, en fait, Adorno, lui, c'était le jazz. Il trouvait que le jazz était une musique inaudible, dégueulasse, qui décérébrait tout le monde. Donc à chaque fois, le curseur se déplace en fait. Mais moi, je le prendrais pas sur le mode de, en fait, c'est des vieux cons qui n'ont pas vu arriver à la nouveauté, etc. Pas du tout, parce que moi, je pense qu'il y a vraiment des choses à critiquer à tout moment et que c'est pas du vieux con, parce que du coup, aujourd'hui, on pourrait pas critiquer ce qui nous arrive, parce que c'est un truc de vieux con. Voilà, c'est boomer, voilà. Donc ça clôt le débat, quoi. Par contre, sur le fait que même dans ce que produit le capitalisme, ça produit aussi, malgré lui, des espaces de liberté et de créativité, ça oui. Et en fait, on peut dire que toute la production audiovisuelle numérique aujourd'hui, c'est un pur produit du capitalisme. On arrive à une recréation intégrale du monde en numérique maintenant. Il y a des films comme Avatar où il n'y a même plus une scène en plein air, il n'y a même plus un acteur, et demain on collera des visages sur la tête des gens, voilà. Mais même dans ces espaces-là du numérique, il y a des espaces de créativité qui se sont créés. Après, on en pense qu'on veut, on pense qu'ils sont plus ou moins libres, ou qu'ils offrent plus ou moins de liberté ou de créativité sur tel ou tel point. Je pense que chaque chose est différente et mérite un examen particulier. Mais je pense qu'on ne peut jamais condamner entièrement une forme ou un médium sous prétexte que c'est la civilisation, parce qu'en cas je ne vais pas dire capitalisme, mais je vais dire industriel. Et dans ce cas, il faut effacer les 200 dernières années. Bah oui, mais en fait, le capitalisme est le produit en tout cas celui post-agraire, et le produit de la civilisation industrielle. Et il est possible que par la civilisation industrielle. Et donc dans ce cas, c'est ça qu'il faut... Enfin, si on part sur la question de la radicalité au sens de Racine comme ça, bah dans ce cas, en fait, on s'interdit énormément de choses. Voilà. Moi, c'est un peu la limite que je mettrais à ce type de raisonnement, mais après, moi, j'ai le même affect. Hein. Il y a des formes, des fois, qui me sont insupportables. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc de décérébré? C'est un pur truc d'aliénation capitaliste. Et pourtant, même là, même Twitch, par exemple, moi, j'étais là un peu en... Ouais. Et puis, je me suis mis à regarder Dany Erras parce que tu m'en as parlé, qu'on a fait un portrait d'eux, finalement, etc. Et en fait, je découvre des formes d'expression vachement novatrices chez Dany Erras, par exemple. Et notamment sur des méthodes de sophistes. En fait, ils ont réintroduit le sophisme. En mode, des fois, ils se distribuent les rôles. Il y en a un qui défend le bourgeois et l'autre qui défend pas le bourgeois. Et c'est intéressant, en fait, parce que ça crée une méthode. Et du coup, les gens peuvent se mettre ah ouais, en fait, moi, je pourrais effectivement tenir cet argument. Et donc, même dans un espace qui est comme ça, qui est 4 heures, interminable, etc., qui a un peu de la tension, où en fait, notre regard est capté par le chat, où c'est un bordel pas possible, c'est pas médié, on comprend rien, ils font des blagues, ils arrêtent les vidéos toutes les 2 secondes, donc on peut même pas... Et même là-dedans, il y a des espaces, moi, je les trouvais hyper créatifs et intelligents, et que je ne trouve pas ailleurs, qui sont créés. Donc voilà, donc ce serait juste... et je pense qu'on trouve rien en disant ça, donc c'est vraiment pour le bien du débat. Voilà. Non, mais t'as tout dit. J'allais parler de Dany Erras, mais tu en parles. Donc, mais moi, je suis assez sensible quand même à ce genre de problématique, puis je crois à Philippe aussi. On a un petit dossier où on revient sur les séries, sur les plateformes, des choses comme ça. Et la grande question, qui est une question presque esthético-politique, que je me pose souvent, y compris dans la critique de cinéma, mais jusqu'à quel point des formes audiovisuelles sont tellement impérieuses et tellement déterminantes et conditionnantes qu'on ne peut même pas prétendre y injecter des contenus plus subversifs, ou alors, quand bien même on y injecterait des contenus subversifs qui arrivent dans les séries, il y a des séries des fois qui peuvent être presque d'extrême gauche dans leur contenu, la forme sérielle reste une forme libérale, et la forme attitrée du capitalisme, je le dirai jamais assez, mais notamment pour une raison simple, c'est que je crois que c'est un certain rapport au temps et à la temporalité. C'est en fait un produit audiovisuel, c'est toujours une découpe du temps, toujours un peu, c'est aussi une découpe de l'espace, puisque bon,
Mais avec la série, la question de découpe de l'espace ne se pose pas, puisqu'il n'y a pas d'espace dans les séries. Voilà, donc c'est essentiellement une découpe du temps. Et cette découpe du temps, elle est parfaitement homogène à la découpe de nos journées par l'éthos libéral. Donc là, je pense qu'il n'y a pas moyen. Donc là, je vous rejoindrai sur cette forme-là, par exemple. Je suis peut-être trop radical d'ailleurs, mais en tout cas, c'est mon sentiment concernant la forme sérielle, et on pourra toujours discuter là-dessus. Et je suis sans doute un peu trop dogmatique sur cette question. Mais donc, je suis assez sensible à l'idée que parfois, il y a vraiment des formes au sein desquelles il n'y a pas moyen. Voilà. Mais il faudrait les définir vraiment ces formes. Moi, je rejoins tout à fait Philippe. J'allais vraiment spontanément parler de ça. Oui, Twitch, a priori, on se dit, oh là là, mais ça c'est vraiment l'abêtissement général, qu'est-ce que c'est que ce truc, et puis en fait, il y a quand même un truc qui tient d'ailleurs à la... comment dirais-je, c'est un petit peu ce que dit Yves Paget sur le champ littéraire, il vient d'apparaître, donc je le salue, Monde Éditeur, aux éditions verticales, et à qui j'ai demandé de faire un truc sur le champ éditorial, et tu commences un peu comme ça, Yves, en disant, en rappelant ce qui est pas mal avec le champ éditorial, le champ littéraire, on va dire, en tout cas, le champ de la littérature, de la production littéraire, c'est que ça brasse pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de profit à dégager là-dedans, il n'y a pas beaucoup de bénéfices pour des raisons que Yves élucide très très bien dès le début, de façon très matérielle. Donc en gros, le grand capital ne s'est pas encore jeté dessus. Et on peut encore y être relativement tranquille. Relativement, puisqu'en fait, le processus quand même est en cours. Il y a du grand capital qui depuis quelques décennies, avec une grande accélération depuis quelques années, a décidé quand même de s'emparer de tout ça et qui commence à y faire beaucoup de choses extrêmement toxiques. Sachant que ça n'empêche pas qu'il puisse y encore avoir des lieux comme ça où il se passe des choses littérairement. Donc Twitch, c'est ça, quoi. Il n'y a pas assez d'argent, c'est pas un modèle économique qui est viable, et donc pour l'instant, les prédateurs ne s'en occupent pas. Et donc, par exemple, il n'y a pas d'impératif de temps. Et effectivement, on se retrouve avec des trucs avec Dany Heraz, c'est essentiellement ceux que je connais, mais je vois 2 ou 3 autres comme ça, parce que j'essaie toujours de jeter un œil à ce qui se passe là-dedans, qui effectivement font des lives de 4 heures. Ce qui est quand même le truc totalement inespéré à la télévision, même à la radio, on n'en parle pas, même les radios mainstream, qui fut un temps étaient réputés, par exemple France Culture était quand même réputé pour offrir des plages longues, vous pouvez écouter les gens parler longtemps, et on adorait ça. En fait, ils ont écourté tout, ils découpent de plus en plus, donc eux, ils sont gagnés aussi par une sorte de frénésie libérale comme ça, ce qui fait qu'on est en train de perdre ces trucs-là. Peut-être que des trucs comme Twitch peuvent être des lieux où de nouveau, on peut se parler longtemps. On peut prendre le temps comme ça de réfléchir longuement à des... par ailleurs, Dany Heraz, pour eux, ce qui reviendrait peut-être à la question aussi de la séduction et du côté sexy et du bilan érotique. Non seulement je les trouve de plus en plus pointus politiquement, c'est des jeunes gens qui se sont un peu formés comme ça devant nous depuis quelques années. J'ai pas grand-chose à redire maintenant à leur analyse politique en général, je la trouve extrêmement brillante et juste. Et en plus, ils sont marrants, ça va vite, tout ça étant dans un écrin de langue de leur âge, mais qui a sa séduction aussi. Et je sais par exemple que dans le champ des débats, des convictions, de l'évolution, moi je rencontre souvent des gens qui sont venus à la gauche radicale par Dany Heraz. Donc je veux dire, il y a un moment... effectivement, si on est militant et qu'on est soucieux de ce qui se joue comme ça dans les luttes concrètes politiques, ça fait partie de la donne, quoi. Quand même, il y a des jeunes gens qui se sont politisés à gauche par ce genre de médias. Donc quoi qu'on en pense par ailleurs, on peut quand même en constater l'efficacité et le fait que ils abondent plutôt dans le bon sens du point de vue du combat idéologique, quoi. Servir un verre de vin ou de boisson non alcoolisée. Merci encore. Tu fais quoi comme métier? Je fais des sciences politiques à Sorbonne. Ok. Et c'est la classe. Une question, tu vois. Je ne vais pas faire d'autographe du tout, je vais noter mon mail. Et quand tu prends des exemples de situations où qu'est-ce que c'est la situation d'une femme racisée dans un système avancé? Enchantée, on a dû se voir, je suis venue à plein de tes conférences, je suis à Réseau Salariat. Et du coup, je suis venue faire un échange de manuels avec toi.
parce qu'on a sorti à peu près dans le même temps un manuel d'autodéfense qu'on a fait nous. Alors, c'est pas le même niveau, hein, mais le réseau salariat, c'est Bernard Friot et Lordon, le taulier comme tu l'appelles. Je sais. Non, le niveau. On essaie de vulgariser un petit peu, on s'est dit avec le mouvement des retraites, c'était le moment d'essayer de. D'accord. De mettre le réseau salariat de Paris. Ouais, Paris, ouais. On va finir boniment, qui est à mourir de rire. Hein. Alors, tous tes bouquins sont géniaux, mais alors celui-là, c'est une pépite. J'aime bien celui-là, ouais. Annuler la publication en plus. Moi je propose sur la suivante alors. C'est là aussi je n'aime pas non plus. Je crois même que c'est pire. Je crois que c'est pire. Mon frère il faisait ça quand j'étais jeune avec les couves de Télé 7 jours. Il faisait toujours ça. C'est un truc de pirate comme ça. Et parce que mon frère dessinait, qui a beaucoup plus de talent que moi graphique. Voilà. Je trouve que là c'est classe. C'était inspirant. Ok, on a essayé. Voilà. Maintenant, il faudra rappeler Godot le pirate. Merci.